Les policiers ont battu Belle Carter, 16 ans, jusqu'à la plonger dans le coma. Il y avait du sang partout, sur le trottoir, ses baskets, dans ses boucles. Elle gisait derrière le lycée Millwood, le visage meurtri, le bras tordu. Les officiers restaient figés, leurs matraques encore ensanglantées. Une foule s'était formée, des cris, des téléphones filmaient. Monsieur Patel, professeur de physique, s'agenouilla. Elle ne réagit pas. Appelez le 911. À East Baltimore, Camille Carter, avocate, reçut l'appel. Votre fille est à merci générale. C'est grave. Elle quitta son bureau sans un mot. En soins intensifs, elle ne pleura pas. Traumatisme crânien fermé, coma artificiel, dit l'infirmière. Camille resta impassible, les yeux rivés sur Belle. À la porte, une femme officier. Camille s'approcha. « Étiez-vous l'une d'elles » L'autre baissa les yeux. Camille n'ajouta rien. Mais en elle, quelque chose se brisa. Cette nuit-là, elle sortit une vieille combinaison de vol. Son patch, un aigle tenant des flèches. Indicatif, fantôme. Peu savaient qu'elle avait été pilote de chasse, stratège, leader. Et maintenant, sa fille était à l'hôpital parce que 2 policiers avaient jugé une ado noire suspecte. Le lendemain, elle entra dans le commissariat. « Appelez le capitaine. Dites-lui que Camille Carter est là. » 5 minutes plus tard, Drew Hastings apparut. « Je ne pensais pas te revoir. Vos hommes ont mis ma fille aux soins intensifs. Camille, si c'est une plainte, je ne suis pas ici en tant qu'avocate. Je veux des noms, leurs antécédentes, les plaintes internes et pourquoi elle a été arrêtée. Vous avez 40 heures, sinon je vous montrerai ce qu'une femme avec une habilitation et rien à perdre peut faire. » Le soir, Camille se rendit dans un ancien entrepôt. Marcus Hale, ex-renseignement militaire, l'y attendait. « Tu es dehors, dit-il. Plus maintenant. » Elle lui tendit un dossier. Ses matricules, creuses, il lut. Celle-ci suspendue 2 fois, l'autre impliquée dans une fusillade. « Je veux tout. Tu vas porter plainte? » « Non, je vais les démonter. » Le lendemain, le service entier en ressentait déjà les secousses. Camille, le visage calme. Mais derrière elle, une guerre numérique avait commencé. Anciens rapports d'inconduite, plaintes enterrées, témoignages ignorés. Camille ne s'arrêterait pas. Tant que Belle ne rouvrirait pas les yeux, elle serait sa voix, sa vengeance. La ville allait le ressentir. Camille fixait le vide par la fenêtre, le café froid depuis des heures. Elle n'avait ni dormi ni mangé. Sur le comptoir, un dossier Kraft, les documents que Marcus avait tirés du système interne. C'était pire que prévu, Talbot, Kenny. Des agents aux antécédents accablants, force excessive, harcèlement, profilage racial, toujours protégée, et maintenant, sa file dans le coma. Elle composa un numéro. Agent Malister, c'est Camille. J'ai besoin de vous voir. Au bureau discret du ministère de la Justice, Dana leva les yeux, inquiète. Dis-moi que ce n'est pas... Je sais pas ce que je pense. Camille laissa tomber le dossier. C'est pire. Dana feuilleta les pages, pâlide. Talbot est encore en service? Je l'ai signalé il y a 5 ans. Tu l'as enterré? Non. Rejeté pour manque de preuves. Tu sais comment ça marche. Tu dis que je dois mieux jouer? Je dis que tu joues avec le feu. Le feu ne me fait pas peur. Tu veux quoi? Accès, des infos. De quoi les faire tomber? Dana hésita. Ça pourrait finir nos carrières. Tu me dois ça. C'est bas. Coma d'un enfant, c'est pire. À l'hôpital, Camille observait Belle. Moniteur, murmure. Espoir vide. Elle avait besoin d'un témoin. Une infirmière, Janessa, l'aborda discrètement. « Je ne devrais rien dire, mais j'ai vu les flics. » Ils riaient, un a dit « Elle a de la chance qu'on n'ait pas fini le travail. » Tu témoignes. Pas sans protection. Camille lui tendit une carte. « Appelle ce numéro. Dis que tu es lanceuse d'alerte. Je te protégerai. » Le soir, Camille retrouva Otis Walker dans un ancien bar de contact. « Tu es de retour? Je ne suis jamais partie. » « Tu veux quoi? Un plan. Je vais détruire un département.
Il te faut plus que des preuves, un levier, le soutien public. Alors on rendra l'affaire publique. Le lendemain, Camille mit en ligne une vidéo. Fond noir, visage déterminé. Je m'appelle Camille Carter, ancienne pilote de combat. Mère, je viens vous raconter la vérité. Il y a une semaine, ma fille Belle a été agressée par 2 policiers devant son école. Elle est dans le coma. Elle a 16 ans. Elle joue du violoncelle, est bénévole à la banque alimentaire. Elle voulait être médecin. La voix de Camille se brisa. Et maintenant, je n'entendrai peut-être plus jamais sa voix. Elle fit une pause. Je ne suis pas là pour la compassion, je veux la justice. Elle cliqua sur stop. Otus envoya la vidéo. En 10 heures, 1 million de vues. À l'aube, le pays connaîtrait son nom et ce que la police de Baltimore avait fait. Camille n'était plus une simple mère. C'était une tempête. Son visage était partout. La vidéo avait réveillé une colère ancienne. Baltimore bouillit. L'Amérique regardait. Au siège de la police, le capitaine Kenny arpentait le couloir trempé de sueur. À l'intérieur, ses supérieurs cherchaient une réponse. « Ils nous peignent comme des monstres », dit-il, fixant l'écran montrant Camille. Une vétérane décorée. Une mère. Un symbole. L'agent Talbert souffla. « C'est hors de contrôle. » Kenny répliqua. « Tu aurais dû te taire. » Talbert grimaça. « Tu aurais dû m'arrêter. » Ils savaient. Ils étaient exposés. De l'autre côté de la ville, Camille était en réunion avec Otus et Dana. Otus avait préparé un dossier, photo, procès civil étouffé. Talbert et Kenny revenaient toujours. « Ils sont protégés, » dit Dana. Juge, procureuse, affaires internes. Camille répliqua. « Alors on les expose tous. » Otus inséra une clé USB. Une vidéo apparut, Belle, debout devant l'école, les mains visibles. La voix de Talbert, elle résistait. Puis un coup. Un cri. Le bruit sourd de sa tête frappant le béton. Camille tremblait. Dana ferma les yeux. Camille dit « Fuite ». Otus lança la vidéo. En 30 minutes, elle devint virale. Ashqua Justice for Belle explosa. Manifestants, avocats, journalistes affluèrent. Le soir, le conseil municipal fut convoqué. Le maire promit une enquête. Camille, accompagnée d'Otus, entra dans la conférence de presse avec un dossier marqué « confidentiel ». « Ma fille n'est pas une politicienne », dit-elle. Elle brandit le dossier. Ce service a protégé ses policiers. Preuves internes, accord de silence. Elle fixa la salle. « Si rien n'est fait, je rendrai tout public. » Silence. Puis le chaos. Le maire pâlit. Camille, elle, ne reculerait plus. Camille recula de l'estrade et souffla à Otus. « Prépare-toi. » Cette nuit-là, quelqu'un tenta d'entrer chez elle. Sans succès. Derrière la porte, barre d'acier, caméra, détecteur. Camille, tapis dans l'ombre, Glock à la main, vit la silhouette masquée trébucher et se faire plaquer par Otus. C'était l'agent Talbot. Désorienté, en sang. Effraction chez un agent fédéral, grogna Otus. Talbot ricana. « Tu n'es rien sans ton badge. » Camille s'accroupit. « Je n'ai pas besoin d'un badge, juste de la vérité. » Elle fit signe. Appel Dana. Le matin, Talbot était en détention. L'arrestation fuitée, Camille tint un autre point presse, les chaussures vides de Belle sur un tabouret blanc. « Ma fille est inconsciente, mais elle y a une voix. Chaque partage, chaque tweet, chaque avocat. Vous êtes son cœur. » Elle fixa la caméra. « Ne laissez pas l'histoire être réécrite. » Et puis Sally, elle tourna les talons. Le feu dans la poitrine, ce n'était que le début. La corruption était profonde. Dans la salle d'audience fédérale, Camille entra, tailleur bleu, chignon tiré, regard d'acier. Tous les regards la suivirent. Dana l'attendait, prête. « Tu es prête ?» murmura-t-elle. Camille. « Je suis née pour ça. » La juge Harmon, réputée pour son passé en droit civique, entra. Face à elle, le capitaine Kenny, l'avocat Caril, et Talbot, mâchoire tuméfiée. Caril plaida l'erreur humaine. Dana bondit. « Objection, nous présentons des faits. » Harmon acquiesça. Caril se ravisa. Dana se leva.
Votre honneur, nous allons prouver que Belle Carter, 17 ans, a subi une force excessive et que cela s'inscrit dans une maltraitance systémique encouragée par le service. Elle lança une présentation. Cas, victimes, rapports scellés, tous liés à Kenny et Talbot. Nous appelons un témoin, l'agent Harold Rhee, qui a servi sous Kenny. Il brise aujourd'hui son silence. Un murmure parcourut la salle. Camille se retourna quand l'agent Rhee entra. Les tempes grises, les épaules lourdes, il monta à la barre. « J'ai été un lâche, dit-il. » Puis il parla des quotas, de la violence tolérée contre les jeunes noirs, d'insultes racistes en briefing et d'un mail signé Kenny ordonnant de « rappeler qui commande ». Camille en eut le souffle coupé. Le juge accepta le document. « Vous venez d'ouvrir les vannes, » dit Dana. Camille sortit. Dehors, des manifestants, des bougies, des pancartes. Une femme s'approcha. « Mon frère déjà est mort en prison. » Camille lui prit la main. « Je vous entends. » Et en face, un SUV. À l'intérieur, Carl Owens, homme de l'ombre de Kenny. Il murmura « Elle fait trop de bruit. » N'a-ce un homme à côté demanda « Je m'en occupe ?» Owens refusa. « Pas encore. Mais qu'elle sache qu'on la surveille. » Ce soir-là, Camille trouva sa boîte aux lettres ouvertes. Une enveloppe, une photo d'elle et Belle devant l'hôpital, encerclée d'encre rouge. Derrière, reculée, où on finira ce qu'on a commencé. Elle fixa la photo, puis alluma son ordinateur. Un mail à Dana Otus et au juge Harmon. Objet, on rend tout public. En pièces jointes, les documents scellés, mails internes, déclarations. Elle cliqua sur « En haut », envoyer. Puis elle appela une chaîne nationale. « Je veux une interview, en direct, sans montage. » Le matin suivant, Baltimore s'arrêta. Camille, en robe noire, s'exprima calmement. « Ils n'ont pas seulement blessé ma fille, ils nous ont tous blessés, mais je ne me tairai plus. » Elle diffusa des vidéos de caméras piétons, des enregistrements de moqueries et un extrait capté par une sonnette connectée, la voix de Talbot hurlant « Immobilisez là !» La réaction fut immédiate. Les soutiens et les menaces affluèrent, mais quand des notes internes divulguées confirmèrent les dires de Rhee, tactique ciblée, quotas, représailles, le département chancela. Le nom de Camille et l'école de Belle figuraient dans les protocoles, mais son plan ne faisait que commencer. Dans un café discret, elle retrouva Otis Clark, devenu viral après l'avoir défendu. Il glissa une clé USB. « Vous avez mis le feu. » Les journaux de surveillance des archives internes du ministère. Camille ouvrit le fichier. Des photos d'elle chez elle, à l'hôpital, parlant à l'agent Rhee, une semaine avant son témoignage. Il savait qu'il perdait le contrôle, murmura-t-elle. Otis hocha la tête. Je pense qu'il prévoyait de l'éliminer s'il parlait. Camille lui tendit une liste. Je veux que tout le monde soit interrogé, du chef adjoint jusqu'au réceptionniste. Otis fronça les sourcils. Vous voulez secouer l'institution? Non, je veux la faire tomber. Pendant ce temps, le capitaine Kenny tenait une réunion d'urgence dans un entrepôt privé. Brent Talbot était là, pâle. Camille Carter est hors de contrôle, gronda Kenny. Elle menace nos carrières, nos familles. Elle n'a pas complètement tort, murmura un officier. Kenny se tourna vers lui. Tu veux finir comme Rhee? Silence. Le lieutenant Owens proposa. Il faut la discréditer avant qu'elle n'aille au tribunal fédéral. Talbot suggéra. Et si on révélait son dossier scellé? Elle a changé de nom après une affaire ratée. Kenny sourit. Alors, creusons. Cette nuit-là, Camille reçut un email anonyme. Objet, nous savons qui vous êtes, pièce jointe. Un PDF avec son ancien nom, Camilla Easton. Affaire classée, allégation de mauvaise conduite, preuve disparue, condamnation annulée, réputation ruinée, elle avait changé de nom, quitté son mari. Ce n'était pas un secret pour elle. Elle fixa l'écran, puis appela Dana. « Il faut qu'on agisse, tu es sûre ?» Camille sourit.
Je n'ai plus rien à perdre. Le lendemain, elle convoqua la presse. Sale comble. Certains recevront des documents pour me discréditer. Oui, j'ai changé de nom, j'ai fait des erreurs, mais rien de tout cela n'excuse ce qu'ils ont fait à ma fille. Elle marqua une pause. Si dire la vérité signifie révéler mon passé, qu'il en soit ainsi, mais je ne porterai pas le poids du silence. À l'arrière, une femme en blouse d'hôpital assistait à la scène en visio. C'était Belle. Elle avait ouvert les yeux. Dans l'entrepôt, Kenny hurla. « Elle a retourné la situation !» Owens murmura. « Parce qu'elle n'a plus peur. » Kenny prit son téléphone. « Activez tout, détruisez les fichiers, faites disparaître Camille Carter des gros titres. » Mais dehors, dans une camionnette blanche, Otis écoutait tout. Camille n'avait pas fini, et la justice non plus. 12 heures plus tard, les infos montraient en direct le raid de l'entrepôt. Sacs noirs, disques durs brûlés, dossiers sur des journalistes, des avocats, des dirigeants. Otis avait transmis l'enregistrement à un procureur fédéral. L'affaire avait franchi une ligne. Ce n'était pas seulement un scandale local, c'était une urgence nationale. Camille, figée devant la télévision avec Dana, tremblait de rage. « Il traquait les journalistes », murmura-t-elle. Dina hocha la tête. Otis, via le haut-parleur, ajouta « Le FBI est impliqué. Kenny tente d'effacer ses traces. » Camille répondit froidement « Laissez-le courir, les murs se referment. » Puis Otis lâcha. « Quelqu'un à l'hôpital falsifie les dossiers de Belle. » Silence. Camille serra les poings. Otis expliqua « Ils veulent te faire croire que le coma vient d'un trouble épileptique, pas de coup. » Camille, la voix brisée, « Ils effacent les preuves du corps de ma fille. » Des larmes montèrent, mais sa détermination flamboyait. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Plus tard, Camille arriva au centre médical avec 2 agents fédéraux et un médecin légiste. Elle avait obtenu une injonction pour sécuriser les dossiers de Belle. L'infirmière en chef admit « On a eu des demandes inhabituelles. » L'expert analysa les documents. Verdict. Trauma crânien par objet contondant. Cet enfant n'est pas tombé, elle a été battue. Camille trembla. Dana souffla. Ils ont voulu effacer un crime. Camille pensa à plus grand. Et si d'autres enfants, cette nuit-là, elle publia un communiqué, un appel à toutes les victimes du système. En 24 heures, 700 témoignages affluèrent. Une mère de Cherry Hill, un pasteur, une grand-mère. Les voix s'élevaient. Pendant ce temps, Kenny, dans son bureau à Annapolis, reçut un appel. Elle mobilise les gens. Talbot ajouta « Ce n'est plus pour sa fille. » Kenny claqua la porte. Personne n'entre. Une voix glacée répondit « Ce n'est plus votre affaire. » Le marshal Eric Leher apparut. « Vous êtes relevé de vos fonctions. » 3 témoins, 2 enregistrements, une déposition et un enregistrement. Assurez-vous que Camille Carter disparaisse. 2 agents saisirent Kenny tandis qu'il hurlait. Chez elle, Camille regardait la vidéo de l'arrestation. Un petit sourire, puis elle ouvrit un dossier rempli de témoignages. Ce n'est pas fini. Dana entra. « Tu peux arrêter. » Camille secoua la tête. « Je suis ici pour reconstruire. » Elle ouvrit un nouveau document. Coalition pour la responsabilité des droits civiques de Baltimore. Puis, elle monta sur la scène du Civic Auditorium, ovationnée par une foule de victimes, militants et journalistes. Ce n'était pas un discours, c'était un règlement de compte. Des étudiants expulsés, des hommes agressés, des mères emprisonnées pour avoir résisté. Et au centre de tout cela, une photo de Belle, les yeux fermés, respirant par des tubes, entourée de fleurs. Camille s'approcha du micro, jeta un regard vers l'image de sa fille, inspira. « Je n'avais pas prévu de devenir un symbole, » dit-elle. « Et encore moins votre ennemi, » ajouta-t-elle en visant le département. Rires étouffés. « Quand ma fille a été presque tuée pour avoir marché en étant noire, quelque chose s'est brisé en moi.
et quelque chose de plus grand s'est réveillé. Applaudissements. Ce qu'ils ont fait à Belle n'était pas une erreur. C'était un modèle, et maintenant, le pays le voit. Plus d'applaudissements. Ce soir, il ne s'agit pas que de Belle. Il s'agit de chaque silence imposé, chaque abus ignoré. Elle marqua une pause et tint. Ce système va changer. La foule se leva. Au commissariat, Russell Maynard lança une pile de papier. Une douzaine d'agents suspendus, un audit fédéral et une foule de victimes devant la mairie. Il leva un tract. Camille Carter pour le conseil municipal. La justice n'est que le début. Qu'elle fasse de la politique, ça nous la libère, ricana Talbot. Mais Folsom secoua la tête. Non, elle gagne. Maynard soupira. Elle a le peuple et nous, Lance. À l'hôpital, Camille tressait les cheveux de Belle. Elle lut à voix haute. Quand je serai grande, je veux être comme la mère de Belle. Les paupières de Belle frémirent, ses doigts bougèrent. Camille se pencha, émue. « Belle, tu m'entends ?» Un gémissement. Les yeux de Belle s'ouvrirent. Vivant. Camille sanglota. Dana Carter, dehors, murmura. Elle a réussi. Ce soir-là, Camille fit face aux journalistes. Je demande le démantèlement complet du département de police de Baltimore. Elle parla de supervision civile, de direction neuve, d'examen fédéral. Un journaliste cria « Té !» Et à ceux qui disent que vous allez trop loin, elle répondit calmement « Je dis qu'on n'a pas été assez loin. » Puis elle quitta la salle, laissant un silence derrière elle. À Washington, Raymond Null tenait la pétition de Camille. Ce n'est pas juste un moment viral, c'est un mouvement. On agit, demanda son assistant. Il est temps. 2 jours plus tard, Camille reçut une enveloppe. « Vous aviez raison, nous arrivons. La justice n'est qu'un début, » murmura Maynard. Le capitaine Talbot haussa les épaules. « Qu'elle fasse de la politique. » Mais le lieutenant Folsom secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Elle gagne. » Lancez-les. Maynard reprit. « Elle a les gens, les fédéraux, la presse. » Puis, lentement. « Et nous ?» Personne ne répondit. Il savait. Il n'avait plus rien. À l'hôpital, Camille tressait les cheveux de Belle tout en lui lisant des messages. Une fille de Chicago dit « Quand je serai grande, je veux être comme la mère de Belle. » Les paupières de Belle frémirent. Puis, un gémissement. Camille haleta. Belle s'éveillait. Plus tard, Camille tint une conférence de presse. « J'appelle à une restructuration complète de la police de Baltimore. » À un journaliste qui lui reprochait d'aller trop loin, elle répondit « Pas assez loin ?» À Washington, Raymond Null du ministère de la Justice lut la pétition. Ce n'est pas juste viral, c'est un mouvement. Il autorisa une enquête. 2 jours plus tard, Camille reçut une lettre officielle. « Tu avais raison, nous arrivons. » Dans la salle d'audience bondée, Camille prit la parole. « Le chef Meyers m'a dit qu'il n'existait pas d'image. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une copie. » Un murmure parcourut la salle. Sur l'écran, la vidéo montrait Belle au sol, frappée. Une voix, si elle tressaille, accusez-la de résistance. Noir. Silence. Le juge s'adressa à la défense. Vous maintenez que c'était le protocole? Aucune réponse. Sur les marches du tribunal, Camille déclara « Ce n'est pas seulement pour ma fille, c'est pour chaque famille réduite au silence. » Un mois plus tard, la police de Baltimore fut placée sous surveillance fédérale. Des dizaines d'agents licenciés. Une loi sur les caméras fut votée. Et Camille prit la tête d'un comité civil. À Washington, le Bell Justice Act fut introduit, exigeant des enquêtes indépendantes en cas de brutalité policière contre des mineurs. Devant le Congrès, Camille conclut « Il suffit d'être assez fort pour qu'on ne vous ignore plus. » Chez elle, Camille tendit une tasse à Belle. « Tu as l'air plus forte ?» Belle sourit. « Je me sens vue. » Camille répondit doucement « Tu ne l'as jamais été. Il refusait juste de te regarder. » Belle demanda « Avons-nous gagné ?» On s'est fait entendre, c'est un début. Dans la ville, des fresques de Camille et Belle apparurent.
Le changement avait commencé, et cette fois, elle n'était plus seule.